Salut Maë! Coucou! Je suis trop content de pouvoir t'accueillir sur cette chaîne et pouvoir enfin filmer cette vidéo depuis le temps qu'on en parle. Bienvenue à toi. Hmm. Moi aussi, je suis super heureuse que on arrive à faire ça. J'ai plein de choses à dire et je suis super contente de partager ça avec toi, qui est une très belle personne à mes yeux. Bah écoute, je suis ravi aussi. Écoute, si tu veux, on peut peut-être commencer par parler un petit peu de ton parcours, de qui tu es. Voilà, Avec je sais plaisir. pas. Alors, qui je suis? C'est une bonne question. Alors, je m'appelle Maë. Ça, j'en suis sûre. Pour parler de moi, j'ai eu un parcours où j'ai beaucoup voyagé après avoir fini mes études de prof de sport. Et ce voyage m'a permis de rencontrer pas mal de personnes et de faire face à différentes situations. Et le fait de rencontrer d'autres personnes m'a permis de changer ma façon de penser et de faire un peu éclater mes murs de certitude, puisqu'une fois que j'étais face à des personnes qui pensaient différemment, alors ce à quoi moi j'étais sûre se trouvait plus sûr du tout finalement. Et du coup, c'était très enrichissant, tous ces voyages. Je me suis beaucoup intéressée pendant ces voyages à la culture bouddhiste. Et pendant mes voyages, je me suis formée au yoga et à la méditation. Pendant ces voyages, j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas, qui était la capacité à rentrer à l'intérieur de moi, alors qu'avant, je pensais que le monde, ça se passait tout à l'extérieur. Mhm. Et une fois que j'ai rencontré ce monde intérieur, j'ai eu découvert que j'avais plein de choses à apprendre et c'était comme pour moi rencontrer une nouvelle personne que j'avais hâte de rencontrer parce que du coup, je ne savais rien de cette personne. Et alors, de retour de voyage, j'ai écrit un livre qui parle justement de l'aventure d'être soi. Et, euh, et aujourd'hui, je donne des cours de yoga et je participe à construire, disons, l'identité des jeunes adultes et des enfants et à découvrir qui ils sont. Et ça me parle beaucoup. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, avec Simon, on voulait parler d'une vidéo ensemble sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour justement se sentir bien dans ce monde intérieur-là. Quelles pourraient être les clés? Ouais, puis c'est rigolo, moi je me retrouve beaucoup dans ton parcours parce que quand j'ai commencé à voyager, c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais perdu dans les conventions de la société ou dans mes conventions. Je pensais qu'il y avait une manière de vivre, une manière de faire les choses bien. Et quand tu vas dans un pays où tous les codes sociaux, les codes moraux sont totalement différents, et que tu vois qu'en fait la société fonctionne aussi, les gens sont pas plus malheureux, ça donne toute une autre perspective. Et là, tu te dis, ok, il y a peut-être pas qu'une vérité, il y a peut-être pas qu'une manière de faire, il y a peut-être pas qu'une manière d'être. Et c'est là exactement où tu commences à te reconnecter à toi-même. Et pour moi, le voyage et vivre à travers d'autres cultures, ça a été super instructif et justement, oui, de rentrer en soi, permettre de rentrer en soi et de découvrir aussi un nouveau monde à l'intérieur. Mm. Et donc, voilà, ça fait un petit moment qu'on voulait faire une vidéo et on a un peu hésité entre plusieurs sujets, ça a un peu évolué au cours du temps. Et donc aujourd'hui, tu voudrais nous parler donc de trois clés qui te semblent essentielles pour être en paix avec soi-même. Voilà. En fait, on pourrait parler de plein de choses, mais au final, quand je synthétise au maximum, j'ai tendance à arriver à ces trois points-là. Et, euh, et du coup, j'ai à cœur de les partager avec vous parce que pour moi, ça fonctionne. Donc, je souhaite que ça fonctionne pour vous aussi. Et bah allons-y alors, hein, si tu veux nous commencer Allons. avec le premier point peut-être. Alors, le premier point, en fait, c'est quelque chose qui est souvent dit, donc je vais essayer de le dire différemment pour que ça fasse sens pour vous. Le premier point, c'est être alerte de mes pensées. En fait, vous avez sûrement, on a déjà souvent entendu parler que mes pensées créent ma réalité. Et je pense que on ne se rend pas assez compte d'à quel point c'est vrai.
Je constate souvent le pouvoir que peut avoir une pensée négative sur mon moral et à l'inverse, le pouvoir que peut avoir une pensée positive sur mon moral. Et souvent, je me lance des défis, par exemple, pendant 1 heure ou pendant une journée, je vais prêter attention à mes pensées sur le thème suivant, euh, la relation à mon corps. Et du coup, toutes les pensées qui concerneront la relation à mon corps, je vais pouvoir les observer avec du recul. Et ce qui fonctionne, c'est de faire la même chose avec des sujets qui sont importants pour vous, pour que vous vous rendiez compte si les pensées, le cerveau était un camembert, quel pourcentage du camembert occupe quel type de pensée. On sait que les pensées se regroupent en 3 grandes catégories. Euh, les autres, moi, le passé ou le futur. Et au sein de ces 3 grandes catégories, ça peut être intéressant de constater en ce moment quelles sont les pensées qui me préoccupent, c'est à quoi j'attache beaucoup d'importance. Et moi, ces derniers temps, ça a été l'alimentation. Et du coup, à me demander est-ce que je mange suffisamment, est-ce que je mange ce qu'il faut, est-ce que je mange sain, est-ce que j'ai pas trop mangé, pas assez mangé, est-ce que c'est de la qualité, est-ce que c'est bio, pas bio, est-ce que ça va être, Mhm. euh, etc., etc. Tout sauf de l'intuitif, quoi. Et ça m'a fait prendre conscience du temps passé à penser à tout ça pour quelque Mhm. chose qui en fait devrait être intuitif. Et par exemple, lorsque je me regarde dans un miroir, si je prête attention à mes pensées, c'est pas toujours que je vais avoir des pensées bienveillantes à mon égard en fait. Et en fait, voilà, c'est vraiment important, je pense, de prendre le temps, dès que c'est possible, d'observer où me mènent mes pensées et quels sont les sujets répétitifs du moment. Et en fait, observer mes pensées va permettre de prendre du recul et de me dire, wow, mais en fait, la façon dont je pense, ça me fait pas du tout du bien. Et du coup, pour en arriver là, tu arrives à faire ça dans ta vie quotidienne en étant active, en faisant d'autres choses, ou alors tu prends quand même du temps pour t'asseoir en méditation, ou en tout cas de manière confortable pour faire je peux pas faire le vide, mais pour te connecter à l'espace de tes pensées, justement. Je dirais qu'il y a effectivement 2 façons de faire. L'avantage à passer souvent du temps seul, c'est que du coup, je connais mon état de base, l'état dans Mhm. lequel je suis à la fois à moitié connectée à mon monde intérieur et à la fois à moitié connectée au monde extérieur. Et connaître son état de base, ça permet, même en étant avec l'autre ou avec plein d'autres personnes, d'être toujours enracinée en moi et du coup toujours alerte de ce à quoi je suis en train de penser. Parce qu'en fait, il y a différents états d'être. Il y a moi avec l'autre, une autre personne, moi avec plusieurs autres personnes, moi avec l'environnement, moi avec moi-même, mais ça reste toujours à la base, à la racine, le socle, la moitié de mon attention qui est tournée vers l'intérieur de moi. Donc même si je ne suis pas en train de méditer et que je suis euh, en soirée ou à un concert, certains contextes sont plus difficiles que d'autres pour rester enraciné en moi. Mhm. Il y a toujours cet enracinement qui est là et c'est fréquent que je me rappelle Maë ancrage et que c'est comme si je prends mon enfant intérieur qui se disperse dans toutes les directions, que je le prends comme ça et que je le ramène à l'intérieur de moi. Et ça, je pense que c'est très important pour garder cette conscience de soi et cette conscience des pensées. À chaque fois que je me disperse, que je pars dans penser à la place des autres, observer les autres et que je me déconnecte, je me tire, je Mhm. me tire, je me tire et je Mhm. me Mhm. ramène. Donc c'est vraiment un ancrage qui doit être constant. Et puis en fait, ça devient une habitude, ça se muscle, cet Ouais, ancrage. c'est ça, c'est une gymnastique qui se muscle. Et en fait, si je te demande ça, c'est parce que il y a plein de formes de méditation. Ça peut être des méditations guidées, bon, ça se rapproche plus de l'hypnose, mais ça peut être de la visualisation, ça peut être des affirmations. Et là, en ce moment, tu vois, on est en face, je suis dans un programme où la dame, elle nous dit que, en fait, la première chose et tout ce qui compte, c'est d'abord et avant tout d'arriver à observer ses pensées pour, justement ce que tu appelles l'état de base, se connecter à soi-même, à son être, trouver son ancrage, être stable.
Et je me rappelle aussi avoir travaillé avec une praticienne qui fait des massages du ventre sur les émotions. Et elle me disait que quand elle était en Asie, la première chose que lui a dit son enseignant, c'est: «Oui, mais regarde, tu n'arrives pas à rien faire». Et en fait, c'est vrai que nous, Européens, occidentaux, on a l'habitude de tout le temps s'occuper, soit à faire quelque chose, soit à penser, lire, faire de la musique, des mots fléchés. Même quand on fait rien, même quand on se repose, en fait, on est encore en train de faire quelque chose. Et c'est pour ça que je te Parce que ça demandais tourne. si et oui, et on a besoin d'alimenter la machine et aussi on est dans une logique de productivité, de rentabiliser les choses, de quand on a du temps, on va lire pour apprendre quelque chose ou qu'on va et hem et voilà et du coup, pour moi, je me rends compte à quel point d'arriver à faire cette pratique en m'asseyant et en prenant le temps de le faire, en mettant un chronomètre, par exemple, OK, pendant 10 minutes, tu es super attentif à tout ce qui te passe dans la tête. Donc à observer les pensées passées, les dérouler, mais pas les accrocher, pas rentrer dedans pour les alimenter. Parce que souvent, c'est ça qui se passe avant, c'est quand la pensée arrive, tu rentres dedans et en fait, tu vois, tu penses à ton problème, mais en fait, du coup, tu essaies de résoudre le problème et c'est là où tu es en fait en train de l'alimenter et que de faire cette pratique, ça me permet d'être beaucoup plus alerte dans ma vie quotidienne et c'est-à-dire que c'est souvent je me rends compte quand je suis en train de faire une activité, qu'il y a une pensée qui arrive et que j'ai l'habitude de l'alimenter sans m'en rendre compte un petit peu à mon insu. Et là, de plus en plus, j'arrive à prendre le recul et me dire: «Ouh là là, Simon, là, tu as, une pensée que tu es en train d'alimenter qui est pas bonne pour toi, c'est en train de te faire mal dans le corps, ou c'est en train de te déconnecter de ton cœur» et donc c'est là où j'arrive à prendre du recul et je pense que ça peut être intéressant de commencer par, voilà, vraiment prendre du temps pour, se centrer et Ouais, le faire avant que ça devienne une habitude dans le quotidien, comme tu le parles. ouais. Puis comme tu dis, c'est une magnifique capacité que d'être capable de dire: «OK, cette pensée est là, qu'est-ce que je décide d'en faire? Je rentre dedans ou je la laisse passer parce qu'en fait, ça m'intéresse pas?» Et effectivement, le deuxième moyen d'être ancré à l'intérieur de soi, c'est de pratiquer la méditation où 100% de l'attention, cette fois-ci, est tournée à l'intérieur et 0% à l'extérieur. Mmh. Et ça, ce sera ma clé numéro 3. Ah d'accord, ah bah, j'ai un peu anticipé parce que pour moi ça c'est la clé de la connexion à sa divinité intérieure. C'est que là où tu es à l'intérieur et tu es avec toi-même et c'est là où il y a les énergies qui descendent et où tu trouves ton centre et quand justement comme tu disais, voilà, tu trouves ton centre, ton état de base et ce qui fait qu'après tu peux arriver à interagir avec les autres sans te laisser aspirer dans le mélodrame, dans les histoires, dans tu vois l'autre comme un miroir et tu te fais plus attraper dans les pièges que l'autre te tend Mm. où on va te solliciter de l'attention et tu vas être capable de dire: «OK, ça je peux donner, mais ça je donne pas». Et c'est là aussi où on retrouve notre souveraineté et la souveraineté pour moi c'est un élément, central, d'être, maître de sa vie. Je dispose de mon pouvoir. Voilà et Je quand je crée parle ma de vie. maîtrise, quand je parle de maîtrise, je parle pas de contrôle, mais je pense que je ferai une vidéo plus tard là-dessus, voilà. OK, donc en gros, pour synthétiser un petit peu là, ce premier point, c'est, voilà, être attentif à créer des avoir une bonne image de soi, à créer des pensées positives et à alimenter les pensées positives et à être attentif à pas alimenter les pensées négatives. Oui. Et puis dans l'idée, en fait, si j'observe mes pensées et que je m'aperçois que toutes mes pensées, c'est je suis nulle, je sers à rien, j'y arriverai jamais, je peux pas me forcer à me dire non, je décide de penser l'inverse, je suis une personne Mmh. Mmh. extraordinaire, je suis géniale, j'ai de la valeur. En fait, si je n'ai pas cet amour-propre fondateur, je ne peux pas décider de changer mes pensées quand bien même je les ai observées. Et je pense que j'ai besoin, une fois que je suis capable d'observer mes pensées, euh, de décider que ma seule mission dans la vie, c'est de prendre soin de moi. C'est vraiment la seule responsabilité qui me soit incombée
et de ne plus jamais douter de ce fait parce que, parce que sinon, j'aurais tout simplement pas envie de changer mes pensées, bien que je les entendrais euh, malveillantes. Oui, c'est ça. Et Donc en fait, pardon. non, vas-y, vas-y. Non, donc si tu as une pensée négative, c'est pas la contrer et mettre la pensée positive à la place, puisque là, tu es dans le déni de ce que tu penses vraiment sur Ouais, toi, mais aller ouais, chercher la source, qu'est-ce qui est à l'origine qui fait que tu as cette pensée sur toi-même, pour aller ouais, travailler sur la peut-être, source. c'est ça. Peut-être aller chercher la compassion à l'intérieur de moi. Ok, je me regarde dans le miroir et je vois que tout ce que je viens d'entendre, c'était négatif. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que j'ai autant de pensées négatives envers moi? Et c'est développer la compassion, en fait, l'autocompassion ok, je constate quand j'observe mes pensées qu'elles sont super négatives. Est-ce que pour autant ça fait de moi une mauvaise personne? Non. Est-ce que je peux me forcer à avoir des pensées positives si j'en ressens pas l'amour propre? Non. Mais par contre, est-ce que je pourrais avoir un petit peu de compassion pour moi-même et me rendre compte que c'est dur parce que je me rends compte que toutes mes pensées sont négatives et qu'en plus je dois vivre avec ça et qu'en plus j'arrive pas à développer l'amour propre, et ok, j'ai de la compassion pour moi et je me soutiens jusqu'à ce que je sois capable de m'aimer suffisamment pour avoir des pensées positives. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de trouver qu'est-ce qui nous anime vraiment au fond de soi, quelle est la force, la volonté de vivre qu'on a au fond de nous, se connecter à ça. Et tout le temps, quand il y a quelque chose qui vient nous percuter dans notre vie, qui nous déstabilise, se rebrancher sur vraiment le feu sacré, l'énergie qu'on a à vouloir vivre et qu'est-ce qu'on a envie de rayonner aujourd'hui comme énergie. Je Mm, pense que c'est voilà la base de d'accord. toutes les pensées, quoi. Mm. Et puis, souvent, j'ai constaté que j'entretenais beaucoup de colère contre mon ego, qui me faisait avoir des pensées superficielles et de comparaison et de compétition. Et en fait, j'ai pris conscience que j'étais en colère contre une partie de moi. Et ce cher ego qui était sans cesse à vouloir être mieux que les autres et être indispensable et être unique, être exceptionnel, et être quelqu'un de spécial, être mieux que les autres, etc., etc. Euh, pour lui aussi, je peux avoir de la compassion en fait, parce que quand je le regarde avec du recul, c'est comme un enfant qui se sent seul et qui est là à dire mais donne-moi de l'attention, je suis si seule, fais-moi exister. Et en fait, cet ego, plutôt que de le rejeter, il a besoin que je lui donne mon attention et que je lui dise ok, j'ai vu que tu es là, j'ai vu que tu as peur, je sais que tu as peur. Et ça me permet de prendre du recul et de le voir différemment et d'enlever la colère à l'intérieur de moi et de plus me laisser dominer par cette petite voix aussi Hmm. parce que c'est ce même ego qui me dit t'es nul, t'es pas assez bien. D'ailleurs, moi, j'ai appelé cette petite voix Monique. Désolée pour toutes les Moniques. Mais je sais quand Monique me parle qu'elle a besoin d'attention et d'écoute elle a besoin que je m'occupe d'elle, quoi, comme une enfant qui est là, qui requiert de l'attention pour exister. Et du coup, plutôt que de la repousser, puisque de toute façon, elle est là, elle fait partie de moi, autant travailler avec elle en disant je t'ai vu, je t'ai entendu, je sais que tu es là, je sais que c'est pas euh, toi que j'ai envie d'écouter, mais je, 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 je te considère, je sais que tu es Oui, là. parce que je pense que c'est un piège. Il y en a beaucoup qui cherchent à tuer l'ego ou à dissoudre l'ego, alors qu'en fait, il faut. Mm, Enfin, moi, je me rends compte que l'ego, il nous a permis de survivre jusqu'à aujourd'hui, parce que dans le monde dans lequel on était, si à un moment on n'avait pas eu cet ego qui nous avait mis des systèmes de protection en place, on n'aurait jamais pu survivre. On serait fait démonter émotionnellement. Et mm, aujourd'hui, c'est ces mêmes protections qui deviennent trop étroites et qui sont des prisons et desquelles il faut sortir. Mais c'est pas en se mm, battant contre l'ego qu'on va réussir à en sortir. Au contraire, c'est en le reconnaissant, en l'acceptant et en l'intégrant pour être entier. Sinon, il y a toujours une partie de toi, l'ego spirituel, et c'est en fait de toute façon l'ego qui prend une autre forme et qui se déguise autrement et qui va se battre contre mm. lui-même. Et, C'est ça. J'ai plus envie de me leurrer, en fait, et me faire croire que
que j'ai pas d'ego ou que je sais faire sans. Je suis toujours en train de me mentir à moi-même en fait ou être en colère contre mon ego, ça reste une lutte en fait. Et j'ai plus envie de lutter contre quoi que ce soit. Ça fait partie de moi, c'est là et je le sais. Et j'essaye de travailler avec et non pas contre. Mmh. Ouais, ouais. Ok. Et donc, on peut peut-être passer au deuxième point. Je pense qu'on a bien fait le tour là. Number two. Number two. Yes, number two. Et ben pour moi, le deuxième point qui est très important, du coup là, ça se passe plus à l'intérieur de moi, ça se passe dans le monde extérieur. C'est Mhm. l'environnement que je choisis autour de moi. Je pense que ça a vraiment de l'importance. Les personnes avec lesquelles je décide de m'entourer, parce que je pense que je deviens les 5 personnes que je fréquente le plus. Et du coup, ce cercle social, ce noyau qui gravite autour de moi, pour moi, c'est très important que je choisisse avec qui j'ai envie de passer du temps, avec qui j'ai envie de donner du temps et de l'énergie, et avec qui j'en ai pas envie. Pour qui est-ce que j'ai envie de m'investir et pour qui est-ce que j'estime que j'en ai pas envie. Et du coup, pour moi, je pense que c'est assez important de cultiver cet environnement de personnes qui me font du bien et, euh, et qui me nourrissent. Qu'est-ce que tu en penses? Si, si, bien sûr que je suis totalement d'accord que les personnes qu'on fréquente, elles nous transmettent aussi ce qu'elles vibrent, ce qu'elles rayonnent, et je me rends compte aussi que bah, ça m'est arrivé d'appeler des gens alors que j'étais pas très bien, de voir que la personne en face n'était pas forcément très bien, et qu'à la fin de la discussion, on discute une heure ou deux, et en fait les deux, on a la méga patate et on s'est tiré vers le haut, et c'est super Mm. intéressant. Et si par contre, bah oui, tu es avec quelqu'un qui voit tout noir, qui a pas envie d'avancer, qui a pas la force d'essayer de se relever, qui se considère pas, bah disons que si toi, tu es déjà bien ancré et que tu as envie d'aider la personne, tu peux l'aider, lui donner des perspectives, lui montrer la voie. Mais si t'es pas centré ou t'es pas attentif à ce moment-là, tu peux vite descendre aussi en énergie. Et moi, je me rends compte, par exemple, avec ma famille, voilà, j'ai envie de les voir et c'est pas tout le temps facile parce qu'on n'est pas tout le temps, on n'a pas les mêmes opinions sur tout, on n'a pas les mêmes façons de voir la vie et d'appréhender la vie. Et des fois, en plus, ça me fait des gros miroirs parce que je me rends compte qu'il y a des choses, des comportements que je vois chez eux et qui me dérangent beaucoup. Et quand je prends le temps de regarder ça, je me rends compte qu'en fait, si ça me dérange beaucoup, c'est parce que c'est quelque chose qui est en moi et que j'ai pas encore accepté ou fini de traverser. Parce que si je l'avais totalement traversé, je le verrais et ça ne m'affecterait pas du tout. Et donc, Mhm. c'est là que c'est. Oui, bien sûr, l'environnement est super important et je pense que c'est important aussi de se rappeler que les personnes qu'on a autour de nous, ce qui nous dérange chez eux, c'est avant tout ce qui nous dérange de nous-mêmes, l'image que ça nous renvoie de nous-mêmes. Bien sûr. Je n'accepte Et de l'autre que ce que j'accepte pour moi et je reproche à l'autre ce que je reproche à moi, en fait. Et quand je parle à l'autre, je suis en train de parler à moi. Mhm. Souvent, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de parler avec quelqu'un où tu lui donnes des clés, des conseils, et puis le soir ou le lendemain, tu te retrouves dans une situation où tu te dis, oh, mais en fait, c'est à moi que j'étais en train de parler. J'étais en train de parler à mon moi de maintenant parce que le message que j'ai délivré Ouais. hier, c'est exactement ce que j'ai besoin d'entendre maintenant. Et ça, Ah, mais moi, aujourd'hui, je parle à moi-même. C'est clairement ça. ouais. Ok, mais là, oui. Donc Et là, par... t'es arrivé à un niveau où tu fais consciemment, tu le fais consciemment. Enfin, je veux dire, je sais que je parle aux auditeurs, mais au fond de moi, je sais que tous les conseils que je donne, je les donne à moi-même. Ah, mais tu parles de Je- maintenant là? Ah ouais, ouais, moi aussi. Ah ouais. Là, aujourd'hui, pendant cette vidéo, ouais. Et puis par environnement, je parle pas que de l'environnement social, mais aussi de l'environnement physique. Euh, M'entourer d'un environnement qui m'est bénéfique, pour moi, c'est un environnement qui respire avec privilégier de passer du temps en nature et
parce que je pense que notre corps a besoin d'immobilité euh, auditive, d'écouter un peu le silence. Et vivre en ville, bah, ça permet pas d'écouter le silence. D'immobilité visuelle aussi, de contempler des paysages et sans cesse les publicités qui défilent, etc. C'est pas un environnement qui me permet de me reposer en moi. Et du coup, par environnement, je veux dire aussi, voilà, passer du temps dans des endroits calmes. La nature, souvent, y est propice parce que c'est des endroits assez immobiles, des endroits où je peux respirer l'air frais, où je peux écouter des bruits naturels, regarder des paysages naturels, reposer mes yeux, reposer mes oreilles, reposer mes poumons. Pour moi, par environnement, j'entends ça aussi. Oui, bien sûr, c'est intéressant parce que j'allais te poser la question. Effectivement, je pense que le cadre de vie est super déterminant. Après, on n'a pas tous non plus la possibilité ou enfin plutôt fait le choix de vivre à la campagne parce qu'on n'en a pas forcément tous envie non plus. Mais par contre, même en ville, je pense qu'on peut trouver des moments et des endroits de calme et de répit. Et là où Mm, je pense que c'est super intéressant aussi, c'est comment on va organiser son espace de vie. Donc voilà, tout comment à on va fait. ranger ou pas, faire le ménage ou pas, mettre de la décoration. Et aussi, je pense que dans l'environnement, on peut inclure le cadre de vie, le rythme de vie, la structure des journées. Et je pense que c'est important. Et moi, je travaille beaucoup dessus en ce moment et c'est difficile pour moi, de par mon activité professionnelle, de structurer, voilà, structurer un petit peu le temps. Mais que ce soit un cadre, voilà, avec des moments pour prendre soin de moi, des moments pour travailler, des moments pour être en collectivité, mais un Mm, cadre qui soit pas rigide, un cadre qui soit flexible pour aussi me permettre moi, de suivre mon intuition. Et mm. voilà, moi je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, voilà, mettre un cadre flexible. Bah, après, par rapport à ça, je trouve que quand on se lance dans une nouvelle vie ou un nouveau travail, une nouvelle activité, on a besoin de patience. Ça met un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place, qu'il y ait des petites routines qui se mettent en Mhm. place. Et tu disais par rapport à l'emploi du temps, je pense que c'est important de garder des espaces vides, comme tu disais, dans l'emploi du temps, euh, des espaces libres pour qu'il puisse se passer des choses en fait. Parce que si j'ai peur de m'ennuyer et que je remplis mon emploi du temps, alors Hmm. je n'ai plus d'espace pour le rien. Et ensuite, par rapport au cadre, je vois très bien ce que tu veux dire. J'ai aussi essayé dans le passé de me dire, bah, dans la journée, j'ai envie de faire tout ça, bah, de telle heure à telle heure, etc. Et en fait, ben, ça me rendait pas heureuse parce que j'étais tout le temps en train de réfléchir et j'étais plus dans l'action désintéressée, mais dans l'action, il faut que j'ai fait ça. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé plutôt un autre moyen d'arriver à faire ça. Euh, le matin, quand je me lève, je me dis, bah, je sais qu'aujourd'hui, dans cette journée, j'ai envie de faire quelque chose de créatif, peu importe ce que ce sera, de la peinture, du dessin, de l'écriture, une vidéo, mais je définis les domaines que j'ai envie de faire dans la journée et Mhm. après, c'est l'intuition qui prend le cours. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire de l'organisation. Donc, au moment où j'aurai le feeling d'organiser quelque chose, je ferai ce pourquoi j'ai le feeling à ce moment-là, de la paperasse, une activité. Je sais que dans cette journée aujourd'hui, j'ai envie de prendre du temps pour prendre soin de moi. Est-ce que ce sera en allant marcher? Est-ce que ce sera en prenant un bain? Mais je définis les différents domaines et après, au moment où c'est le bon moment pour mon corps, alors j'y vais. Parce que je trouve aussi que quand je me force à faire quelque chose, ça marche pas. Et Mhm. je sais pas si tu as remarqué que si je me, si je me dis, bon, bah là, je me pose et j'écris un article. Mais si c'est pas le bon moment, je vais mettre 5 heures à écrire l'article. Et Mais si j'ai l'intuition et que justement, je me dis, là, il faut que je le fasse. Là, ça va mettre 30 secondes. et juste, bah, en fait, alors on s'est peut-être pas compris parce que c'est vraiment ça que je voulais dire. Quand je dis mettre un cadre, c'est justement poser des intentions. Et quand je te parle d'un cadre flexible, c'est justement pas se faire tout un programme. Je fais ça, après ça, puisque là, tu es t'es dans le faire et t'es pas dans le être. Et donc là, tu es en train d'être spectateur de ta vie, de subir ta vie, de, de jouer le programme que tu avais écrit quand tu as planifié ta journée. Et donc là, c'est très difficile. Par contre, quand je parlais de créer un cadre, c'est aussi créer des routines. C'est que par exemple,
Voilà, il y a beaucoup d'artistes qui font ça, ou ça peut être avec ton yoga, et cetera. Faire des enchaînements de choses, en fait, ça te met dans un état que tu répètes tout le temps, ça te met dans ton état d'esprit et ton cerveau, il est préparé. Et par exemple, bon, bah, les yogis, traditionnellement, ils faisaient le yoga, la respiration, la méditation. Et ils faisaient dans cet ordre-là, parce que voilà, d'abord détendre le corps, rentrer dans son corps avec la respiration complètement, et ensuite ils sont dans l'état d'être pour entrer dans la méditation. Et en fait, à force de faire ça tous les jours, le corps il sait. Donc je suppose que ça joue aussi sur les hormones, etc. Tu es dans un état d'esprit psychologique où tu fais le truc et tu es prêt à y aller en fait. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir une routine matinale à faire au réveil, toujours pareil pour se mettre en route. Après, je pense que c'est intéressant d'avoir quelques routines, mais pas du tout que toute la journée soit rythmée par des routines et des habitudes, parce que là, tu t'emprisonnes complètement. Mm. Complètement, ouais. Moi, je parlais plus d'un domaine ou deux domaines d'activité que tu as envie de faire ce jour-là et puis te laisser Ouais. libre cours de choisir ce que tu as envie de faire. Et pour les routines, je suis bien d'accord avec toi. Je suis tombée dans le piège aussi de me forcer à avoir des routines et c'est super parce qu'on a Mhm. besoin d'autodiscipline. Mais dans ces moments-là, j'étais plus dans l'idée, OK, ma vie commencera, je serai prête à être en vie, à être disponible pour la vie une fois que j'aurai fait ce cycle yoga, Oui, méditation, oui, yoga, respiration, oui. méditation. Et du coup, tant que je l'avais pas fait, j'étais Mhm. pas prête. Et en fait, le monde dans lequel on vit, enfin la société dans laquelle je choisis de vivre, ne me permet pas tous les matins de me rendre disponible pour faire cette routine-là parce que bah, certains matins, mon travail commence trop tôt et j'arrive pas à me réveiller suffisamment tôt ou un soir, eh ben, j'aurais dansé toute la nuit et je serais pas apte le lendemain. Et en fait, je pense que c'est très bien d'avoir une routine et à la fois trouver l'équilibre pour que cette routine ne soit pas non plus indispensable à ce que je me sente disponible pour la vie. Elle est quelque chose qui va me faire du bien et à la fois, si je suis dans l'attente que cette routine soit effectuée pour qu'enfin je commence à vivre, alors même tout le temps où la routine elle est en place, je suis pas là quoi. Mhm. Pendant le temps où je la fais. Oui, puis le Tu jour vois où ce que t'as je pas veux dire? envie, où tu vas traîner autre chose, où tu vas faire autre chose avant de la Et bah, faire, du tu vas coup, te si tu continues, ça culpabiliser, va être tu vas... encore pire quoi. C'est ça, Mhm. c'est ça. Le but n'est pas de, enfin autodiscipline oui, mais Monique la perfectionniste qui fait culpabiliser dès que tout n'est pas parfait, ça ne réussit pas quoi. On n'est pas des maîtres Bouddha qui vivent dans un temple et qui peuvent se permettre tous les jours d'avoir le même style de vie. Et on pourrait choisir de faire ça, mais dans Oui, les vies dans lesquelles on est-ce que vit, c'est ce qu'on veut? euh, voilà. Moi, c'est pas... Moi, si j'ai décidé de pas vivre dans un temple, et j'ai décidé de vivre ma spiritualité avec la société et de la partager et de la vivre dans ma vie quotidienne. D'essayer d'illuminer mon quotidien plutôt que de passer ma vie coupée du monde. Ouais. Et c'est l'heure du verso, hein. Aujourd'hui, on est dans l'ère du partage et de la communication. Je pense qu'on est à peu près, on est beaucoup à être là-dessus. Et donc ça nous, on a un peu anticipé, du coup, je pense sur le troisième point. On a pas mal anticipé. Ouais. Du coup, le point numéro 1, les pensées. Le point numéro 2, l'environnement. Et la clé numéro 3, alors comment je vais l'appeler? J'ai un petit peu hésité. Je voudrais appeler ça l'équilibre entre le mouvement et le non-mouvement. Alors, je vais commencer par le mouvement. Euh, Faites du sport, bougez votre corps, Mhm. marchez, dépensez-vous, sautez, faites des roues sur la terre. Dans le sens où longtemps j'ai pensé que j'avais envie de nourrir mon corps spirituel et que j'ai pas pris soin de mon corps physique. Et en fait, le Bouddha a fait la même chose. Il a fait des jeûnes très très durs pendant très longtemps et il prenait pas soin de son corps physique qu'il estimait pas nécessaire jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait il était totalement nécessaire ce véhicule. Et du coup, le mouvement me permet vraiment de ressentir mon corps, ressentir mes muscles, et puis sentir mon corps mobile et apte à me déplacer dans l'espace, à jouer, à courir si j'ai envie de courir
sur la plage ou dans la rue parce que ça m'amuse. Mais le mouvement, dans le sens, notre corps a besoin d'avoir un mouvement quel qu'il soit, de prendre le temps de marcher en pleine conscience ou de faire un cours de step, je sais pas. Mais je pense que le mouvement est indispensable pour que je puisse respirer dans mon corps sans nœud ou sans tension. Ouais, complètement. Est-ce que Ben, tu peux réagir? Ouais. oui, ben, c'est notre véhicule dans la matière, c'est notre interface, c'est ce qui nous permet d'interagir avec nos cinq sens. Et je pense que c'est très très important si on veut aller vraiment se connecter fort avec notre spiritualité, d'être très connecté aussi avec la matière, parce que pour aller haut, il faut descendre bas, je pense. Qu'un arbre, Exactement. pour qui les arbres les plus grands, je pense que c'est ceux qui ont les racines les plus profondes. Alors je suis pas expert en arbologie, mais je suppose que Mm. ça marche comme ça. Et puis de toute façon, et ça rejoint un peu notre point numéro un par rapport aux pensées positives, c'est-à-dire que les, le corps, il stocke les mémoires. Et donc tous les traumas qu'on a eus, toutes les mauvaises pensées sont stockées dans le corps, et à travers la respiration et le sport, ça permet d'aller lever les blocages, faire circuler l'énergie, faire circuler l'eau qu'il y a dans le corps, etc. Et ça me semble super important pour avoir une pensée claire et fluide, Mm. d'aller respirer dans son corps, d'aller là où ça fait mal, d'aller mettre son attention là où ça fait mal, de se connecter, Mm. de respirer, et puis ça donne de l'énergie, quoi. Et puis, ouais, quand tu as fini ton sport, ça donne aussi de la Endorphine, gratification, de la fierté, quoi. Et aussi, bien sûr, il y a tout le côté normal, bien sûr, mécanique. endorphine, sérotonine. Mais les postures de yoga de Patanjali à l'époque, elles ont été créées pour permettre aux chakras de s'ouvrir et du coup aux différents centres énergétiques de circuler. En fait, tout ce qui est les postures d'ouverture de cœur, ouverture de hanche, ouverture du plexus, ouverture du bassin. En fait, tout ça, c'est des postures qui permettent de laisser l'énergie circuler. Peu importe Mhm. le sport qu'on fait, mais le yoga aide bien à laisser circuler la vie dans le corps. Et je suis d'accord avec toi que le mouvement permet un ancrage, parce qu'aussi quand j'ai eu des périodes où je me suis perchée, et en fait j'avais plus envie d'être en contact avec mon corps et de faire Mhm. des sports qui me demandent d'utiliser ma force pure ou ma souplesse ou mon équilibre. Et en fait me reconnecter à mon corps et me remettre à faire par exemple du canyoning, de l'escalade, ça m'a remis dans la matière, parce que comme tu dis, pour pouvoir monter haut, on a besoin d'être enraciné. Ouais, puis si on a décidé de s'incarner dans la matière aussi, c'est pour jouir de la vie, quoi, à travers, bah, j'en reviens aux cinq sens, quoi, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, ressentir ces énergies Le qui sont, plaisir de la vie. Mm. et ouais, c'est ça, sinon on serait jamais descendu, quoi. Parce qu'on est Mm. venu là pour expérimenter la dualité, et c'est la dualité qui nous permet aussi de savourer Mm. tous ces bons moments. Ouais. Parce qu'en me Et- perdant dans le... Pardon, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. J'allais dire, en me perdant dans ma spiritualité, par moments, j'ai pu me dire, bah, je me coupe de mes Mm. plaisirs physiques, humains, matériels, le sexe, la nourriture, des plaisirs physiques, et en fait, qui font partie de c'est la vie, quoi, qui font partie de la vie et de ce corps humain, matériel qu'on a choisi d'incarner. Ouais, et puis ça, souvent, enfin, dans mon expérience, ça mène à des pensées qui finissent très obscures, et ça mène à la dépression. Et quand tu es coupé de ta respiration, les pensées elles tournent en rond. C'est très difficile. Le refus d'incarnation, c'est quelque chose, Mm. une expérience à vivre assez intéressante, je dirais. Pour rester neutre. Et oui, et Et par contre, pour revenir, plutôt que le sport, déjà, j'appelle plutôt ça l'activité physique que le sport, parce que pour moi, le sport, il y a comme une connotation de performance. Mais, d'accord. euh, mais c'est surtout le mouvement, voilà. Et ça peut être autant très artistique, mais bon, tu le disais très bien, hein, ça peut être de la danse, ça peut être courir, faire du yoga, ça peut être sauter, ça peut être, voilà, ça peut.
prendre n'importe quelle forme du moment où on fait bouger son corps et on augmente un peu le rythme cardiaque et on se reconnecte à ce qui se passe à l'intérieur. Mm, c'est ça. Et j'ai envie de danser là. Ouais! Et puis du coup, je parlais du coup du mouvement qui est en équilibre avec le non-mouvement. Et c'est là qu'on en Mhm. vient à la méditation, qui est une routine assez importante à intégrer dans sa vie. Je sais plus quel philosophe chinois disait médite une demi-heure par jour et si tu n'as pas le temps, médite 1 heure. Donc voilà, je pense que c'est important de prendre le temps de ne rien faire. Et avant, quand je méditais, je me disais, bah, le but de la méditation, c'est de calmer mes pensées. Le but de la méditation, c'est de revenir à moi. Et en fait, la méditation n'a pas de but, n'a aucun objectif. C'est le seul espace au monde dans lequel je m'autorise à ne rien faire euh, d'autre que être assise et respirer. Et je cherche pas à résoudre les problèmes qui me passent par la tête, à résoudre tous les conflits intérieurs, à résoudre la lutte. Et, euh, et du coup, la méditation en ça crée un espace de, de calme qui est vraiment, vraiment nécessaire. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, la méditation, c'est là où, en temps normal, la moitié de mon attention est dirigée vers l'extérieur. Pendant la méditation, 100% de mon attention est dirigée vers l'intérieur. Et C'est bien comme tu présentes ça là. Moi, je tiens à préciser quelque chose. Pendant longtemps, je me suis un peu leurré là-dessus. C'est qu'en fait, la méditation, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien à atteindre. Ça se suffit en soi-même et c'est plutôt une manière de vivre un état d'être comme le fait de prendre soin de soi ou de bien manger. C'est, je pense qu'il n'y a rien à atteindre, c'est juste exactement, à faire, il à n'y a rien à incarner, faire. à être. Et c'est là que c'est intéressant. Et après, par contre, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs types de méditation et que oui, ça peut être intéressant d'avoir une méditation, comme tu dis, où il y a juste à être. Après, moi, j'aime bien aussi prendre du temps, c'est une autre forme de méditation pour, bah là, quand je vois mes pensées qui reviennent, mes pensées limitantes et mes schémas de pensée limitants, arriver à aller chercher la source pour essayer de Mm, voir comment je peux modifier. Tu vois, mm, si je me rends compte que ça vient d'un endroit de moi que j'ai pas reconnu, aller le reconnaître et mettre mm, de l'amour. S'il y a quelque chose dans ma vie qui me correspond pas, aller le changer. Je pense que c'est mm. intéressant d'avoir plusieurs formes de travail, hein, si Ouais. on peut dire ça comme ça. Bah, je crois que la première, ça s'appelle la méditation contemplative et celle dont tu parles, c'est la Mhm. méditation analytique. Mhm. Observer mes pensées et essayer de les comprendre, de comprendre où est-ce que ça mène. Ce qui demande beaucoup d'attention parce que ça va très vite avec notre pensée en arborescence, de croire qu'on est en train de se concentrer sur une pensée en particulier et en fait on est parti à Tombouctou de l'autre côté. Donc peut-être, moi j'aime bien faire ce genre de méditation analytique avec un papier, un stylo parce que sinon j'ai tendance à m'éparpiller. Et il y a aussi les méditations bienveillantes où je prends un temps pour envoyer de l'amour à toutes les personnes que j'aime, envoyer de l'amour à moi, envoyer de l'amour au monde, etc. Enfin, c'est sûr qu'il y a plein de types de méditation et qu'elles sont toutes super bénéfiques, quoi. Mhm. Ouais, et encore une fois, mais je pense que comme tu disais, la méditation par le silence ou par le vide, comme emptiness meditation, j'ai ça en anglais. Ouais, c'est la méditation du vide. Et je pense que c'est Comment tu dis? effectivement emptiness meditation. La Ok. méditation où en Ouais, fait l'idée du c'est de vide. faire de l'espace, quoi. C'est pas du vide. C'est pas du vide, c'est de l'espace. Justement pour pouvoir Mm. remplir mais d'énergie, de ton énergie, de ta présence. C'est pas vraiment du vide. Ouais. Et je pense que c'est la plus importante, en tout cas la première à faire et à essayer de maîtriser, parce que c'est elle qui va faire que justement après quand tu vas envoyer de l'amour ou essayer de dénouer tes pensées, tu vas pas te perdre là-dedans parce que tu arrives à avoir le recul nécessaire pour être l'observateur de ce qui se passe et pour pas être aspiré par l'ego qui veut t'emmener encore dans résoudre des problèmes et faire des trucs et tricoter encore un peu plus. C'est clair. Trouver une solution maintenant. Je sais Ah plus quel ouais, grand sage chinois me dit aucune grande décision ne devrait être prise dans un état
ou de grande souffrance ou de grande joie. Toute grande Ouais, décision bien devrait sûr. être prise dans un état de neutralité. Et ça, déjà, ça fait relâcher la pression parce que quand je suis là à mouliner, à me dire qu'est-ce que je décide, je fais quoi comme choix, Hmm. relax. D'abord, retrouve la paix. C'est la priorité number one. Ah bah moi, quand c'est comme ça, ma méthode, c'est retourne dans le cœur, respire dans le cœur, faire la cohérence cardiaque. Et tant que je suis pas un minimum calme, je sais que et le mental, il aime bien résoudre des problèmes. Donc même si on n'a pas, il va en créer des nouveaux tout le temps. Le mental, il faut, C'est clair. il est là pour ça en fait. L'ego, il est là pour ça. Ouais. C'est Donc faux ce qui dit on pleure pour des choses qui n'arriveront probablement jamais. et, et quand on fait ça, on est en train de vivre la souffrance hypothétique, de peur que la souffrance arrive, on est en train de la vivre maintenant et de se mettre dans les conditions. Bon, ça pourrait être un autre sujet. Ouais, c'est clair. C'est On a clair. fait pas mal de Il y a de digressions, mais quoi nourrir. Il y a de quoi nourrir plein de vidéos sur cette chaîne. ah bah ouais, ouais, carrément. Bah, je pense que de toute façon, on va en refaire. Hein. Moi, tu sais, t'es quelqu'un que j'apprécie énormément et depuis, enfin voilà, t'es une belle Et personne que je suis très content d'avoir dans ma vie. C'est chouette. Alors du coup, voilà, tu nous fais un petit résumé en conclusion? qui fait votre life? Arrêtons de nous prendre la tête. On est en vie, c'est déjà ça. La vie, la bonne santé, c'est ce qui est le plus important. Cultiver la gratitude parce que je suis en vie et sinon, à part ça, les trois points, les trois petits résumés sur nos clés. Mes pensées créent ma réalité. À quoi est-ce que je suis en train de penser? Et si je suis en train d'avoir des pensées qui sont pas en ma faveur, et ben compassion parce que c'est déjà que c'est dur, bah, c'est encore plus dur parce que je suis même pas là pour me soutenir. Et du coup, j'en profite pour faire un gros bisou à Monique. Numéro 2, bah, mon environnement a une super importance parce que je suis la somme des 5 personnes que je fréquente le plus et également mon environnement physique, créer des espaces de nature, de calme et d'immobilité et également un rythme de vie qui me permette d'avoir des pauses et laisser la place à l'intuition dans mon rythme de vie. Et enfin, trouver un équilibre entre le mouvement, bouger mon corps, ressentir mon corps et puis le non-mouvement, prendre le temps de ne rien faire et de n'avoir absolument aucun objectif et nulle part où aller en faisant de la méditation. Ok, bah super, ça me semble bien résumé. Et alors du coup, tu nous as dit au début de la vidéo que tu avais écrit un livre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous dire où on peut se le procurer peut-être? Oui, avec plaisir. Et du coup, ce livre, c'est un livre que j'ai écrit à l'issue de toutes ces années de voyages, de rencontres et de découvertes. Ça s'appelle Le pouvoir des mots vers l'aventure d'être soi. Et pour l'instant, il est disponible sur Amazon. Et la moitié des bénéfices est reversée au Népal pour une association pour laquelle j'ai été bénévole pour enseigner l'anglais. Et, euh, et ce livre est un mélange de pensées philosophiques sur la vie, l'amour, l'insécurité, l'impermanence, et à la fois plein d'humour et d'autodérision, et puis accompagné de petits dessins pour vulgariser le tout. Puis ça parle de Monique aussi dans ce livre, ça parle des pensées, ça parle de la conscience. Ouais, c'est des planches c'est principalement c'est des planches de dessin illustrées. C'est plutôt des articles qui sont accompagnés de planches de BD Ok. ou des planches de dessin. Et là, je suis En en tout- train d'écrire un second livre adressé au public jeunes adultes avec des exercices concrets pour des problèmes concrets sur Hmm. découvrir qui je suis et qu'est-ce qui est important pour moi. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, je mettrai les liens dans la description pour les acheter pour ceux qui veulent. Et moi, j'ai pas eu l'occasion de voir Génial. le livre, mais j'ai vu certaines planches et j'ai lu tes articles. Et ce que je trouve super dans ce que tu fais, c'est que c'est totalement sincère et authentique et ça transpire la sincérité. Et pour moi, c'est quelque chose que je valorise beaucoup. Et donc, c'est très chouette.
Merci. Et donc, bah, s'il y a des gens qui veulent te suivre ou te retrouver quelque part, peut-être qu'on peut parler un peu de ta chaîne de vidéo. C'est rigolo parce qu'on a commencé notre chaîne de vidéo à Ouais, c'est vrai. quelques jours d'intervalle. Ouais, c'est vrai. Et alors, ma chaîne de vidéo, c'est Maya Espace Adventure. Euh, bah, je pense que tu mettras un lien aussi Oui, en oui, oui, bien description sûr. parce que elle n'est pas encore assez recensée pour que vous la trouviez directement sur YouTube avec mes Non, mais quelques centaines de vues. bah, je mettrai un lien et allez voir Maë parce que ces vidéos, elles sont vraiment super, super. C'est assez intéressant. Tu vas toucher profond et de manière assez légère et toujours authentique et sincère. Et moi, c'est ça qui me plaît beaucoup chez toi. C'est qu'il n'y a pas Merci. de les masques qui tombent, quoi. On n'est plus à jouer des rôles et ça, c'est cool. Et alors, pour terminer cette entrevue qui a duré un petit, je sais pas combien de temps du tout ça a duré d'ailleurs, mais bon, c'est très bien. J'ai trois petites questions que je voudrais te poser. Donc, est-ce qu'il y a un livre qui t'a transformé, qui t'a inspiré, que tu recommandes, ou un livre ou une personne plus globalement, hein, que tu Oui, veux nous partager? un livre qui m'a éveillé ma conscience, on va dire le tout premier livre de développement personnel que j'ai lu, qui est aujourd'hui assez connu, qui est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ok, ok. Euh, Tu te rappelles des quatre accords? Euh, Alors oui, j'en oublie souvent un comme par hasard. Faites de votre mieux, ne prenez rien personnellement. Pas de Tu vas m'aider. présupposition. Pas de supposition, tout à fait. Et que votre parole soit impeccable. Exactement. Ben, on a eu les quatre. Ok. Et Yes. oui, il est très, très inspirant ce livre. Très basique, mais justement, c'est d'autant plus important. Mm. Alors, si la Maë que tu étais il y a 10 ans était assise à côté de toi, quel message tu voudrais lui transmettre? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Waouh, mais aime-toi, prends-toi dans les bras, t'as tellement d'amour à te donner. Voilà, je me dirais quelque chose comme ça. Et ok, bah oui, oui, bien sûr, ça. Ouais, ouais, je pense que c'est les choses les plus importantes. Comme tu disais tout à l'heure, notre seule mission, de toute façon, c'est de prendre soin de nous et c'est la seule chose qu'on a à faire. Et Merci. ma dernière question, ouais, c'est alors, quand tu as un petit coup de mou, un petit coup de moins bien, que tu sens que ton énergie baisse, est-ce qu'il y a une pratique que tu aimes bien faire, un petit rituel ou une routine, je sais pas, que tu mets en place pour redémarrer, quoi, pour lancer la machine? Alors, en vrai, j'ai une liste de choses à faire qui me font du bien quand je suis plus là pour moi et quand ça va pas. Comme écouter la chanson de Bohemian Rhapsody des Queen ou aller marcher, sortir en nature, me boire un grand verre d'eau, respirer, faire du yoga. Et le fait est que à chaque fois que je me retrouve face au fait accompli de je suis en train de larver dans mon lit et ça va pas, en fait, j'ai juste absolument rien envie de faire de tout ça. J'ai envie de rester dans cette largitude et j'arrive pas à en sortir. Et en fait, là où ça me mène, c'est que dans ces moments-là, le mieux que je puisse faire, c'est arrêter de lutter contre cet état de larvitude interne et de grosse tristesse et respirer cette tristesse. Et si j'ai besoin de passer 2 heures à pleurer dans mon lit ou à manger des chips dans mon lit et à me sentir mal, ou si j'ai besoin de passer une journée entière à être triste, eh ben, c'est ce que j'ai besoin de vivre à ce moment-là. Et, et j'ai besoin de respirer ce truc-là sans me rajouter la charge mentale de culpabilité d'être en train de rien faire, de culpabilité d'être en train de larver, de culpabilité de ne pas être en train de faire ce que je sais qui me ferait du bien si je voulais bien le faire. En fait, dans ces moments-là, je crois que j'ai juste besoin de ne pas vouloir faire justement et de ne pas lutter contre cet état-là et me laisser en léthargie à être mal et à être triste et à douter et à pas être bien. Et en fait, cet état-là passe. Vraiment, il passe de lui-même et il passe d'autant plus vite que je ne fais pas en sorte qu'il passe.
Je suis pas dans l'attente de quand ça ira mieux, je pourrais faire toutes ces choses que j'ai prévu de faire. J'arrête d'être dans l'attente du moment d'après et je vis pleinement cet état-là de bah ok, là tout de suite, je suis vraiment qu'une grosse larve dans mon lit et c'est ok. Ou alors je suis vraiment très stressée et rien ne va et je suis pas bien du tout et je suis complètement déconnectée de mon corps. Et bah je suis comme ça et ça passe tout seul. Ok, super Au plus intéressant. Ouais. j'essaye de faire des choses dessus et au moins ça passe en fait. Au plus je rajoute de la culpabilité et du mental à quelque chose qu'en fait a juste besoin d'être vécu. C'est beau ça. Moi, j'ai du mal à avoir ce lâcher prise, à cette acceptation encore. Ouais, c'est pas facile, mais ça change la couleur de la léthargie en fait. Ça devient un truc subi à un truc vécu et c'est beaucoup plus agréable. Ouais. Oui, oui, et puis on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Sinon, tu es encore en lutte contre toi-même. Tu es en train de pas accepter une Ça, partie de toi qui demande qu'à c'est ça, s'exprimer. c'est ça. J'arrête d'être dans l'attente que ça passe, je le vis. Ok, bon ben super. Bah écoute, je pense qu'on a déjà ratissé assez large. Je sais pas si tu as un dernier message à faire passer à nos potentiels auditeurs. Je dis potentiels parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'auditeurs, ni toi ni moi, sur nos chaînes. Euh, je vous aime. Ça paraît simple dit comme ça, mais voilà, c'est ce qui me vient. Ouais, bah, ça me paraît un très bon mot de la fin, une très bonne conclusion. Bah, allez, prends soin de toi, euh, avec un très Toi grand aussi. plaisir pour faire une vidéo prochainement et à très bientôt. Prends Et soin de salut toi, les toi aussi. Prenez spectateurs. soin de vous. Vous aussi. Prenez bien soin de vous. Au Ciao! revoir.